Donc, bonjour. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaiterais remercier les organisateurs pour cette jolie invitation. Donc cet après-midi, je vais vous donner une vue un peu différente par rapport à ce qu'on a vu avant sur le cannabis, parce que, juste une petite introduction sur l'institution d'où je viens, c'est le Luxembourg Institute of Science and Technology, the LIST. Et là, bon, on a adopté le modèle de la BBI, donc la bioéconomie, le modèle de Rifkin. Donc on étudie le chanvre, mais le chanvre textile, donc pas le chanvre THC. Et ce que je vais vous présenter cet après-midi, c'est un peu les propriétés, disons, industrielles, l'intérêt que le cannabis a, parce que, comme vous pouvez le voir du titre, le cannabis est effectivement et véritablement une plante aux usages multiples, donc on ne jette rien du chanvre. Je vais commencer par une petite introduction historique. Donc, on a déjà vu quelques petites choses ce matin, donc je vais continuer un tout petit peu. Les propriétés du chanvre sont déjà connues depuis longtemps. Déjà, par exemple, dans la Chine ancienne, comme le monsieur Lebeau l'a dit ce matin, étaient déjà connues. Donc, on parle à peu près de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, on a des restes de papyrus qui décrivent les propriétés du chanvre. Notamment, le chanvre est décrit comme une plante prodigieuse. Et en effet, les extraits du chanvre ont été utilisés pour soigner les inflammations des yeux. Et puis, on a aussi une sépulture d'un chaman. On parle d'une sépulture qui date d'à peu près 3000 ans. Et là, on a retrouvé des restes de feuilles de chanvre et des analyses moléculaires et microscopiques et métaboliques ont effectivement pu montrer qu'il s'agit de chanvre type marijuana, de type THC, avec des trichomes, comme on le verra plus en détail après. D'un point de vue de botanique, le chanvre appartient au genus Cannabis. Disons, la classification systématique n'est pas encore unanime parce que, disons, on peut considérer qu'il y a 3 sous-espèces. La sous-espèce sativa, indica et ruderalis. Donc, comme vous pouvez le voir, la morphologie des feuilles est très différente. Il s'agit de feuilles multilobées. Donc, chez Sativa et Indica, on a à peu près entre 7 et 9 lobes dans les feuilles, tandis que Ruderalis, qui est une plante qui produit beaucoup moins de THC, donc moins intéressant de ce point de vue, a à peu près entre 3 et 5 lobes. Et plus précisément, pour ce qui concerne le sexe de la plante est c'est une espèce dioïque normalement, donc ça veut dire qu'on a des plantes mâles et des plantes femelles. Et l'aspect plumeux des fleurs femelles sont typiques. Donc, c'est quelque chose qui est très typique dans le chanvre. C'est là qu'on retrouve, dans les bourgeons en floraison, qu'on retrouve les trichomes, la majorité des trichomes, donc les poils qui recouvrent la surface des tissus du chanvre. Mais il y a aussi des espèces qui sont monoïques. Donc, ça veut dire que ce sont des espèces hermaphrodites. Donc, en effet, on a le sexe mâle et femelle sur la même plante. Et là, l'intérêt est plutôt industriel parce que les plantes sont beaucoup plus homogènes. L'habitus est plus gros. Donc, c'est vraiment idéal pour la production de graines et de fibres. Et chez la cannabis sativa, on peut reconnaître 2 types de chémotypes, donc de chémotypes. Le chémotype CBD et THC, ça a déjà été dit ce matin. La différence morphologique entre les deux chémotypes, c'est effectivement les feuilles. On a des feuilles plus charnues et plus épaisses dans le cannabis qui produit du THC. Donc, le cannabis sativa peut être divisé dans le chanvre marijuana, type marijuana, où on a une production entre 5 et 25% de THC. Et puis, si on parle d'un contenu d'une teneur de THC inférieur à 0,3%, on parle de chanvre industriel, ce que les Anglais appellent hemp. La raison pour laquelle le cannabis est très connu, on l'a vu ce matin, c'est surtout pour les cannabinoïdes. Donc, disons que les métabolites secondaires, donc la voie de synthèse des métabolites secondaires, il s'agit de métabolites qui ne servent pas au métabolisme essentiel de la plante. C'est quelque chose que les plantes ont de plus, étant des organismes sessiles, est très, très riche. En effet, on connaît très bien la voie en orange ici, la voie des cannabinoïdes. Donc, juste pour information, on a une voie métabolique très compliquée, où on a l'intervention d'une voie des polykétides qui amène à la synthèse de l'acide olivétolique. Et on a aussi une voie plastidiale du méthylérythritol 4-phosphate qui amène à la synthèse du géranyl diphosphate. Et après la condensation de ces 2 substrats, on a l'acide cannabidgyrolique et puis on a des enzymes spécifiques qui vont former les différentes classes de cannabinoïdes. Mais aussi intéressant, c'est tout le panel d'autres types de métabolites que le cannabis produit, notamment les métabolites issus d'une autre voie métabolique très importante chez les plantes, qui est la voie des phénylpropanoïdes. En gros, c'est comme une voie centrale qui amène à la synthèse des mêmes précurseurs des monolignols, en gros des molécules aromatiques
On a par exemple différentes familles, les familles des flavonoïdes, comme par exemple les canflavines, on les a entendues ce matin, mais aussi les lignanes, c'est deux unités de monolignol condensées ensemble et avec des amides, donc lignanamides, qui ont aussi des propriétés très intéressantes d'un point de vue industriel. Donc ceci est juste pour vous montrer qu'effectivement, le cannabis est la plante vraiment de 1001 molécules avec beaucoup de richesse de voies métaboliques, donc idéal pour faire de la phytochimie, effectivement. Le génome du cannabis a été séquencé par un consortium de Canadiens, donc, dont notamment l'Université de Vancouver et British Columbia. Et le génome de la plante est diploïde, donc on a 2N égale à 20. Ça veut dire qu'on a 9 autosomes et une paire de chromosomes sexuels. La taille estimée du génome de la plante femelle est 818 mégabases, tandis que le génome de la plante mâle est un peu plus gros à cause de la taille plus grande du chromosome Y, 843. Et on estime un transcriptome d'à peu près 30 000 gènes. Donc pourquoi il est intéressant d'avoir un génome qu'on connaît du chanvre, du cannabis? Donc on a séquencé Purple Kush, qui est une marijuana, et aussi Finola, qui est un chanvre, disons, industriel, qui produit de l'huile. C'est parce qu'on peut faire des études de type expression de gènes, par exemple. Ici, j'ai mis un exemple de map de chaleur, ce qu'on appelle heat map en anglais, où on a une représentation de l'expression de différents gènes au sein de différents tissus et stades de développement de la plante. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous allez vous focaliser sur le haut de l'image, vous voyez deux gènes, la PT et THCAS en bleu. C'est les deux gènes qui sont impliqués dans la synthèse des cannabinoïdes, effectivement. Et comme on s'attend, donc, plus la couleur est rouge, plus l'expression sera élevée. Ce qu'on a pu mettre en évidence avec ce type d'analyse, c'est que, comme attendu, les gènes sont beaucoup plus exprimés dans les fleurs, clairement, mais aussi dans les feuilles jeunes et plus âgées et dans les tiges. Donc ça signifie qu'effectivement, les trichomes, les fleurs, ne sont pas seulement les sites où on a la production de cannabinoïdes, il y a aussi d'autres tissus photosynthétiques de la plante où on retrouve les métabolites. Donc, en connaissant le génome, on peut interroger les bases de données, on peut voir quels sont les gènes qui sont impliqués et voir quel est leur pattern d'expression au sein des différents tissus de la plante. Cette image vous montre les usines métaboliques qui sont impliquées dans la production des métabolites, donc des cannabinoïdes dans le chanvre. On a les trichomes, c'est des poils qui recouvrent la surface des tissus du chanvre. Et on a deux types de poils. On a des poils qui sont sécréteurs et des poils qui sont tecteurs ou non, qui ne se servent pas de métabolites. Donc, le panel A et B montrent des poils tecteurs. Donc, il s'agit comme d'épines, disons. C'est des structures qui ont juste un rôle de défense mécanique. Comme on le verra après, les structures ici sont silicifiées. Tandis qu'on a des structures qui ressemblent à des champignons. Donc, on a un pied et un chapeau. C'est les trichomes glandulaires, donc, où l'on retrouve le stockage de molécules de type secondaire. La morphologie des trichomes change beaucoup. Donc, on peut avoir des trichomes avec un pied plus court, un pied plus long, avec un chapeau simple ou complexe, multilobé, comme dans le dernier panel. Et la majorité des trichomes qui vont, disons, stocker du THC, donc des cannabinoïdes, on les retrouve dans les bourgeons en floraison de la plante femelle. Et ici, on peut voir un schéma qui vous montre qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des trichomes glandulaires, donc les trichomes où on retrouve les cannabinoïdes. Donc, si vous allez regarder plus de près, vous pouvez voir qu'il y a, disons, une couche de cellules qu'on appelle disc cells, donc les cellules en jaune. C'est des cellules qui sont responsables, disons, de la sécrétion de terpènes, mais aussi de cannabinoïdes. Il y a beaucoup de vésicules en bleu ici qui sont, disons, libérées, qui vont remplir l'espace de stockage du trichome. Et on a aussi un système de réticulum endoplasmatique très développé dans ce type de cellules jaunes, parce qu'il s'agit justement de cellules qui doivent avoir un métabolisme de sécrétion très développé. Si on va regarder au microscope à transmission électronique, donc c'est de l'ultrastructure ici, donc on va voir vraiment les détails des cellules, donc des trichomes. On peut voir ici, donc les deux cellules qu'on voit là, c'est les cellules du disque, ont une caractéristique typique. Donc ce qu'on voit, c'est une matrice fibrillaire qui va nourrir l'épaississement de l'espace subcuticulaire du chapeau du trichome. Et ce qui est intéressant, c'est que si on utilise des anticorps qui vont reconnaître le THC, on peut marquer de manière très précise la localisation du THC au sein du trichome. Donc les particules noires que vous voyez là, c'est
du THC. Comme vous pouvez le voir, la majorité du THC se retrouve dans les parois des cellules du disque. Il ne se retrouve pas dans les vésicules, la V que vous voyez là. Ce sont les vésicules qui sont sécrétées et qui contiennent surtout les terpènes. Et les terpènes sont les responsables de l'arôme, de l'arôme typique du chanvre. Mais par contre, le THC va, disons, donc va juste s'accrocher aux vésicules qui contiennent les terpènes. Donc on a ce type de localisation à niveau ultrastructurel de la localisation du THC. La biotechnologie du cannabis est quelque chose de très intéressant. Vous imaginez, si on peut transformer ou manipuler en utilisant des technologies non OGM le chanvre, on peut améliorer certaines propriétés du chanvre, notamment les métabolites secondaires, mais aussi les propriétés des fibres, par exemple. Mais le problème, c'est que le chanvre est une plante qui est plutôt récalcitrante à la régénération. Ça veut dire que même si on peut obtenir des cales, donc les cales sont des cellules totipotentes, des cellules qui peuvent développer dans n'importe quel type de tissu. Donc on peut obtenir facilement les cales à partir du chanvre, mais on n'arrive pas à régénérer le chanvre. Vous savez que les plantes, par rapport aux animaux, ont la propriété de pouvoir régénérer le tissu, donc la plante entière. Donc à partir d'un morceau, refaire la plante entière. Et bon, le chanvre est très récalcitrant à ce type de manipulation biotechnologique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire très bien des études de type fonctionnel. Signifie qu'on ne peut pas vraiment répondre à des questions du genre quelle est la fonction de certains gènes si on va faire des KO ou si on va modifier certaines expressions de gènes, etc. Mais au Luxembourg, on a pu quand même obtenir des cales de chanvre et on a pu les regarder au microscope parce qu'une fois que vous avez les cales, vous pouvez les mettre dans des milieux liquides et obtenir comme une soupe de cellules. Et cette soupe de cellules est très intéressante parce que c'est vraiment une usine qui produit à fond les métabolites secondaires, surtout si vous savez les cultiver et les liciter. Et là, on a pu voir que si on regarde les cellules dédifférenciées de chanvre au microscope, on peut s'apercevoir de 3 types différents de populations de cellules. Donc, on a des éléments qui sont très longs, comme vous pouvez le voir dans le premier panel. Et c'est des éléments qui ressemblent véritablement à des fibres, sont extrêmement longs. On a des éléments beaucoup plus petits qui se divisent, donc un cycle mitotique très élevé. Et parmi les cellules rondes et plus petites, on a des éléments du bois, de la trachée. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'anatomie des plantes. Parfois, dans les bois, on voit des éléments, des vaisseaux qui sont responsables de la conduction de l'eau dans la plante. Et bien, ce type de cellules peuvent faire de la mort cellulaire programmée et donc se différencier dans des éléments du xylème. Donc, c'est quand même une culture très plastique qui montre une morphologie très variée du chanvre. Donc, c'est très intéressant d'un point de vue de recherche fondamentale, par exemple. Il y a des études dans la littérature qui ont reporté, qui ont montré qu'il est possible d'obtenir des cultures qu'en anglais on appelle hairy root cultures. Ça veut dire que vous avez un amas un tas de racines dans le milieu de culture. Mais les racines là ont été développées pour savoir si on pouvait sécréter, si on pouvait obtenir du THC. Et ben, les études ont montré qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir plus une teneur de THC intéressant d'un point de vue industriel. Et il y a juste une étude qui a montré la transformation de cellules de chanvre en utilisant Agrobacterium, qui est une bactérie qui infecte les cellules. Donc cette slide, c'est juste pour vous montrer que le potentiel biotechnologique est énorme, mais qu'il y a encore des études à faire parce qu'on est encore loin de pouvoir transformer et manipuler d'un point de vue biotechnologique le chanvre. Au Luxembourg, la raison pour laquelle on est intéressé au chanvre textile, c'est parce que la plante a des aspects agriculturels très intéressants, notamment le cycle de croissance est court, beaucoup plus court des espèces ligneuses, par exemple. Donc on parle d'un cycle de à peu près 100 jours. Elle est naturellement résistante aux pathogènes et à la sécheresse. Elle a une adaptabilité écologique très, très élevée. Elle consomme beaucoup moins d'eau par rapport à d'autres types de cultures à fibres, comme par exemple le coton. Et son système racinaire très développé empêche l'érosion des sols. Donc il y a des aspects quand même à niveau environnement et agriculture pas négligeables. Et d'un point de vue scientifique, au Luxembourg, on est très intéressé à pouvoir utiliser les propriétés de la paroi des fibres de chanvre. Donc ça veut dire résistance mécanique, utilisation pour des applications industrielles. Et la tige de chanvre, comme je vais vous montrer après, est un véritable modèle de référence parce que les tissus de la tige de chanvre sont vraiment très très différents d'un point de vue de composition de parois. On peut avoir des tissus au centre qui sont du bois,
pratiquement ligneux, et un cortex qui a des fibres cellulosiques avec une paroi très épaisse et très cristalline, et avec une teneur de cellulose qui est plus élevée que 80%. Donc, d'un point de vue d'aspect lié à l'industrie textile, automobile et de la construction sont intéressés à utiliser le chanvre industriel. Donc, par exemple, Lotus a déjà mis en commerce des voitures qui sont presque entièrement faites avec du biocomposite. C'est des composites biosourcés qui dérivent du chanvre. Donc, la raison pour ça, c'est que les fibres de chanvre sont des éléments très longs et peuvent remplacer de manière écologique les fibres synthétiques. Les fibres à verre peuvent engendrer des infections aux poumons, par exemple, tandis que les fibres naturelles, comme celles du chanvre, ne le font pas. Et aussi, le bioplastique qui dérive du chanvre est très léger et très résistant au stress mécanique, donc à la pression. Donc, vous voyez l'intérêt quand même que le bioplastique biosourcé dérivant du chanvre a dans le contexte industriel. J'avais mentionné la tige de chanvre. Donc, vous avez ici une image qui montre un entrenœud. Donc, c'est un morceau de la tige adulte de chanvre. Vous pouvez l'appeler très facilement, plus ou moins comme une banane. Et vous allez avoir au centre un bâtonnet qui est ligneux. Et donc, le bâtonnet au centre peut être cassé et peut être mélangé avec de la chaux pour créer des biobriques. Donc, ça, c'est intéressant pour la construction. Et à niveau de microscopie, si vous voyez l'image en haut, donc c'est une section transversale de la tige de chanvre. Le bâtonnet central, donc la partie ligneuse, est vraiment le centre de la coupe ici. C'est du bois, c'est du xylème. Tandis que le cortex a des éléments, vous pouvez peut-être le voir, c'est des éléments bleus qui, en section transversale, ressemblent à des donuts. Vous allez le voir plus de près après, mais les donuts sont justement les bast fibers, les fibres phloémiennes, sont les fibres qui renforcent en gros de manière mécanique le tissu phloémien de la plante. Et c'est ça qu'on utilise par exemple pour créer du bioplastique, comme ici, en les mélangeant avec des résines hydrophobes. Alors ici, vous voyez une image un peu plus détaillée des fibres. Donc on a des éléments ronds, donc en section transversale, on a une paroi très épaisse qu'on appelle gélatineuse. En effet, en anglais, on appelle ça le G-layer, ou couche G, où la G signifie gélatineuse. Et si on va regarder au microscope électronique en transmission, on peut s'apercevoir que la couche, donc la paroi des fibres de chanvre, est multi-layered, donc multi-couche. On a une couche plus externe marquée PCW, qui en anglais signifie Primary Cell Wall. Donc, c'est la couche la plus externe, la plus foncée. Et puis, on a une OLSCW, Outer Layer of the Secondary Cell Wall. Donc, ça signifie la couche plus externe de la paroi secondaire cellulosique des fibres. Et puis, on a une couche interne, ILSCW, Inner Layer of the Secondary Cell Wall, qui est la couche gélatineuse. Et la couche qui donne les propriétés intéressantes d'un point de vue mécanique. Donc, une grosse résistance tensile, mécanique, au stress, aux différents types de stress, et haute cristallinité et haute teneur en cellulose. Et au sein du développement de la plante de chanvre, on a pu mettre en évidence, en utilisant la ultramicroscopie, qu'il y a justement une transition dans la morphologie de la couche gélatineuse. Vous pouvez voir dans le premier panel une plante qui est très jeune, donc où la paroi n'est pas encore, disons, forte assez pour pouvoir, disons, supporter le poids de la tige entière. Et là, les fibriques de cellulose, donc vous avez cet aspect comme des cheveux d'ange. Vous avez des fibriques de cellulose qui ne sont pas encore très compactés, donc vous avez cet amas de petits fils noirs, c'est des fibriques de cellulose. Et si on le compare à la couche gélatineuse quand la plante a terminé son développement, vous voyez que la cristallinité est atteinte, donc le développement de la couche de la paroi est terminé. Les fibrilles de cellulose se sont compactées et donc on a une couche plus homogène en couleur et plus claire. Et on s'amuse au laboratoire avec les cellules de chanvre, donc, et notamment les fibres de chanvre, parce qu'on peut utiliser un panel d'anticorps monoclonaux qui vont reconnaître différentes polysaccharides de la paroi. Donc ici, par exemple, c'est des images au microscope confocal. On a utilisé des anticorps monoclonaux qui vont reconnaître la cellulose cristalline. Donc là, l'image, donc le signal vert que vous voyez, c'est quand on a justement la liaison de l'anticorps avec la cellulose. Donc on va justement marquer l'entièreté de la couche gélatineuse du chanvre, des fibres de chanvre. Tandis que si on utilise des anticorps qui reconnaissent la hémicellulose, c'est un autre
polysaccharides de paroi. Et ben, le xylane, donc cette hémicellulose, est localisée dans la couche plus extérieure, la OLSCW que je vous avais montré avant. Et donc, on peut marquer justement la localisation à niveau d'imagerie des différents polysaccharides. Et puis, plus en détail, avec de la microscopie électronique, on fait la même chose. On voit les particules d'or. Donc, où on a les particules d'or, on a les polysaccharides auxquels on est intéressé. Donc, ici, on marque toute la couche gélatineuse pour les anticorps cellulose et juste la couche plus extérieure de la paroi secondaire pour les anticorps xylane. Au Luxembourg, on est aussi intéressé à utiliser des technologies de type transcriptomique. Donc, ça veut dire qu'on va, en gros, déchiffrer le transcriptome, donc tout l'ensemble des gènes qui sont exprimés au sein de la tige du chanvre. Et on fait ça parce qu'on est intéressé à comprendre quels sont les stades de développement qui accompagnent justement le développement des fibres. Donc, si vous voyez la plante de cannabis ici, si vous allez du haut au bas de la tige, vous allez justement rencontrer différents stades de développement de la fibre. On a des fibres dans un état d'élongation disons, en haut, puis au fur et à mesure qu'on descend dans la tige de la plante de chanvre, on commence à avoir un épaississement de la paroi, donc les fibres commencent, disons, à vieillir. Et bien là, on a récolté 3 régions au sein de la tige de chanvre qu'on appelle en anglais above snap point and below the snap point, où le snap point est en gros un élément, disons, un point qu'on détermine de manière empirique en pliant tout simplement la tige de chanvre et en voyant quand il y a une courbure qui se forme au niveau de la tige avant que la tige ne casse. Et disons, quand il y a cette courbure qui se forme au sein de la tige, ça signifie que les propriétés mécaniques des fibres vont changer. Donc on a, en gros, si on va en haut, donc au-dessus du snap point, on a des fibres qui sont en élongation et en dessous, on a des fibres qui commencent à épaissir et donc on a un changement des propriétés mécaniques. Et la raison pour laquelle les fibres de chanvre peuvent atteindre des longueurs très élevées, si vous vous souvenez de l'image que j'avais montrée avant, on a des éléments en section longitudinale qui sont très longs. Ben, la raison pour laquelle les fibres de chanvre peuvent atteindre des millimètres en longueur, c'est parce qu'il y a un mécanisme de croissance qui s'appelle croissance intrusive. Donc là, vous avez un schéma. Vous avez des éléments qui sont en vert plus foncé, c'est les fibres plus jeunes. Vous avez des extrémités pointues qu'on appelle des genoux, des nids qui se forment. Et ces genoux vont en gros envahir les lamelles moyennes des cellules voisines. Donc c'est grâce à ce mécanisme de croissance que les fibres de chanvre peuvent atteindre leur longueur typique et caractéristique. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle on est intéressé aux chanvres au Luxembourg, et c'est parce que c'est un modèle de plante pour étudier l'effet que le silicium a sur les plantes. Donc peut-être vous avez vu dans des forums de personnes qui font pousser de la marijuana que parfois si vous donnez du silicium, vous allez booster le métabolisme secondaire des plantes. Donc vous avez une teneur de, par exemple, cannabinoïdes plus élevée. C'est parce que dans la littérature, le silicium est considéré comme un métalloïde quasi essentiel pour le développement des plantes, pas, disons, fondamental. Si vous ne donnez pas de silicium à la plante se développe quand même. Mais si vous la donnez, si vous donnez à la plante du silicium, et surtout que la plante est, disons, face à des stress, des contraintes d'environnement, ben, la plante va répondre mieux au stress de type environnement. Et là, on a pu le mettre en évidence parce qu'on a fait ce qu'on appelle le priming. Donc, en gros, on a incubé les grains de chanvre avec du silicium, du sodium métasilicate. Et on a vu après que, après la germinaison, on a beaucoup plus, le taux de germination est plus élevé pour les grains qui ont été traités avec du silicium, tandis qu'il est plus faible pour les grains qui n'ont pas été traités avec du silicium. Et aussi, la biomasse est plus importante. Donc, c'est comme la vigueur de la plante est boostée et augmentée. Et en effet, disons, des raisons pour lesquelles le silicium est connu, c'est parce que le silicium va précipiter au niveau des parois des tissus des plantes sous forme de silice amorphe. Et la silice va recouvrir les parois et va créer comme une armure tout autour des plantes. Et donc les pathogènes ont beaucoup plus de difficultés à entrer dedans. Donc l'infection, par exemple, par rapport à des champignons, diminue. On a par exemple pu collecter des données à niveau physiologique en collaboration avec l'université en Belgique de Louvain, où on a incubé, on a donné du stress de type métaux lourds aux chanvres, donc c'est du cadmium 10 et 20 micromolaires, avec et sans silicium. On peut voir dans les derniers panels là, que quand on donne du silicium, la biomasse quand même est plus importante. C'est comme s'il y a un effet de protection contre les métaux lourds pour le chanvre. Donc ça signifie que le chanvre répond
à l'apport du silicium, et ceci est très clair quand il y a une condition de stress. Puis en collaboration avec des chercheurs holistes qui s'occupent plutôt de sciences de matériaux, on a pu faire un mapping à niveau cellulaire. Donc c'est une technique qui s'appelle NanoSIMS, où on va faire en gros de l'imagerie de l'élément. Donc on a pu mettre en évidence la distribution du silicium au sein des fibres de chanvre. Et là, vous pouvez voir dans les deux derniers panels qu'il y a une localisation très typique du silicium dans les parois de chanvre. On a une localisation préférentielle sur le côté distal de la paroi des fibres de chanvre. Donc c'est comme si un anneau qui allait en gros renforcer toute la tige de chanvre allait se former. Donc c'est surtout une raison mécanique pour ça. Donc c'est comme s'il y a une fonction de renfort, disons, contre les stress de type physique. Et là, vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas d'un artefact, parce que si on va zoomer sur l'image, et on va voir que la localisation de l'élément, du métalloïde, suit l'épaisseur entière de la couche gélatineuse des fibres de chanvre. Donc c'est véritablement une localisation préférentielle sur le côté distal de la paroi des fibres. Et puis en collaboration avec des collègues en Angleterre, on a pu faire une analyse des squelettes de silice qu'on peut extraire à partir de la biomasse de chanvre textile. Donc ici, c'est des feuilles. Vous pouvez voir des éléments qui reproduisent de manière très fidèle les cellules de l'épiderme et les trichomes non glandulaires du chanvre. Et dans certains cas, comme vous pouvez le voir dans le petit carré cerclé en blanc, il y a une parfaite réplica des ondulations qui se forment au niveau de la surface des cellules de l'épiderme du chanvre. Donc ça veut dire vraiment que le chanvre peut accumuler du silicium, que le silicium va créer des réplicas parfaits des squelettes de silice à niveau des différents tissus du chanvre. Et donc, encore plus, il est intéressant d'étudier quels sont les changements de la propriété des parois, des fibres, par exemple, quand il y a un apport de silicium, pour voir si on peut mieux utiliser les fibres de chanvre pour des applications industrielles. Et puis, pour terminer, on a aussi des données qui montrent un effet du silicium sur le métabolome de cellules de chanvre. Vous voyez en haut les soupes de cellules dont je vous parlais avant. Donc, c'est des cellules totipotentes. Donc, c'est un mélange de cellules qui se divisent de manière vraiment incontrôlée. Et quand on donne du silicium à ces cellules, on peut, disons, retarder l'effet de sénescence. Donc, il faut les maintenir, ces cellules, les entretenir. Et quand on les laisse aller pendant 2-3 semaines, elles commencent à vieillir, à brunir, donc la couleur commence à devenir plus foncée, donc commence à mourir. Mais si on met du silicium dedans, la sénescence va être retardée. Et quand on regarde au niveau du métabolome, donc là c'est une UPLC, donc c'est juste un profil des métabolites qu'on peut extraire à partir de ces cellules. Les lignes en rose montrent que dans les cellules qui ont été traitées avec du silicium, il y a plus de molécules intéressantes, surtout si on considère les phytohormones. Par exemple, l'acide jasmonique, donc on a plus d'acide linolénique et linoléique dans les cellules qui ont été traitées avec le silicium. Donc ça signifie que le silicium protège aussi les cellules totipotentes non différenciées du chanvre contre la sénescence. Donc avec ceci, je termine. Et je termine en remerciant les collaborateurs, donc surtout les collaborateurs à l'étranger. Donc en Italie, on a le professeur Kai et Claudia Faleri. En Angleterre, le professeur Exley. Et puis en Belgique, le professeur Lutz et Marie. Et tous les collègues de Plant Biotechnologies Group at the list. Et je vous remercie tous pour votre attention. Des questions ? Bonjour à tous. Oui, j'aurais une question qui sort un petit peu du contexte de vos études, peut-être, mais qui reste malgré tout dedans. Pensez-vous, dans le futur, que le chanvre industriel puisse être utilisé comme moyen de décontamination des sols contenant de la radioactivité ? La radioactivité. Oui, parce qu'il y a des études, il y a des articles qui le disent, et qu'en est-il spécifiquement à ce niveau-là ? Est-ce que ça, au niveau moléculaire, est-ce que ça... Alors, je peux vous répondre à partir de l'expérience que nous on a. On a des projets en cours sur la phytorémédiation
du chanvre. Donc le chanvre est une plante bonne pour la phytorémédiation. Donc pour les sols pollués par le cadmium, le zinc, etc., le plomb. Pour la radioactivité, ça je ne sais pas vous répondre, mais je peux vous dire qu'il y a un potentiel de phytorémédiation dans les sols, donc on a justement un projet en soumission sur ça. Très bien, merci. Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait des THCA ou d'autres molécules cannabinoïdiques dans la naissance des plantes cannabinoïdes en général. Dans la naissance Enfin, dans le début, sans qu'il y ait les fleurs, en fait. J'ai pas compris, pardon. Je voulais savoir s'il y avait du THCA ou des autres composants cannabinoïdes dans les fleurs ou juste les feuilles ou juste la branche en elle-même sans les fleurs. Alors, au LIS, on travaille avec des plantes qui sont industrielles. Donc, on n'a pas la teneur est inférieure à 0,3%. Maintenant, d'un point de vue de gènes, ça, je peux vous répondre. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont mesuré la teneur de THC dans les feuilles ou d'autres types de tissus, mais à niveau de gènes, on a une expression, comme je vous l'ai montré avant avec la map de chaleur, on a une expression de gène, mais ça ne veut pas dire qu'on a le métabolite. Après, du gène, vous avez la protéine, donc l'enzyme, puis le métabolite, donc il y a quand même un monde, une mer entre ça. Donc il faut quand même regarder à niveau de métabolite. À niveau de gènes, oui, on a une expression des gènes qui sont aussi présents dans les autres types de tissus photosynthétiques. Très peu dans les racines, par exemple. Beaucoup plus dans les feuilles jeunes, plus âgées et dans les tiges. D'autres questions ? Oui, bonjour. Vous mentionniez des travaux sur le finola au sein de votre institut et une deuxième variété également. Alors, en vérité, nous étudions la variété Santica 27. D'accord. Donc, c'est une variété à fibres. Le finola, si je ne me trompe pas, c'est plutôt pour l'huile. Mais vous l'aviez mentionné parce que la cartographie, la cartographie était faite à partir de Purple Cache, en réalité. Mais le consortium a séquencé finola Ouzo31 et Purple Cache. D'accord. Et cette base est disponible ou il y a un papier de recherche dessus? Oui, vous pouvez interroger les bases de données dans le Cannabis Genome Browser. Donc, si vous interrogez le logiciel, vous pouvez trouver la base de données, vous pouvez trouver des expressions en FPKM, donc un niveau d'expression pour le transcriptome des différents gènes que vous cherchez dans la base de données. C'est libre, oui. D'accord. Je vais peut-être vous contacter pour accéder à cette base. Oui. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci. Est-ce que vous pourriez me dire à quel moment vous avez commencé vos recherches et aujourd'hui, est-ce qu'il y a éventuellement des brevets qui sont donc déposés sur vos travaux? Oui, on a 2 brevets qui ont été déposés, notamment pour améliorer les propriétés de surface des fibres de chanvre et améliorer l'adhésion avec les résines hydrophobes. On a commencé à travailler avec le chanvre en 2012 au Luxembourg. D'accord. Ok. Et vous êtes sur c'est la copropriété, c'est du collaboratif Les brevets, vous dites? Oui. Alors, les brevets sont en phase internationale maintenant. D'accord. Donc, on attend de savoir s'ils sont acceptés ou pas. D'accord. La propriété du liste, la propriété intellectuelle est du liste. D'accord. Est-ce que c'est la recherche qui est financée éventuellement au niveau européen ou seulement... Alors, le Fonds national de la recherche Luxembourg a financé le projet qui était en cours de 2013 jusqu'à 2016 sur le chanvre textile, donc le Santica 27. Et non, on n'a pas de financement européen pour l'instant. D'accord, donc il n'y a pas d'appel à projets qui ont été faits au niveau de... Pas encore. D'accord, ok, merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va accueillir Madame Véronique Lettre, qui va être la prochaine intervenante.